Vous savez, nous n'essayons pas de copier qui que ce soit. Bien sûr, la visibilité est un élément important, et le nombre de participants a augmenté par rapport à l'année dernière. Le nombre de pays représentés ici a également augmenté, grâce, d'une part, au groupe d'experts académiques, et, d'autre part, à la participation de plusieurs ministres que j'ai mentionnés, tels que celui de la République populaire de Chine, en tant que représentante spéciale pour les questions eurasiatiques, ainsi que ceux de la République arabe syrienne et de l'Arabie saoudite. Participe également le ministre des Affaires étrangères de la Hongrie et le vice-premier ministre de la Serbie. Je pense que cette conférence prend de l'élan, car les modèles de sécurité utilisés jusqu'à présent dans les différentes régions, notamment en Europe, se sont discrédités. Ils n'ont pas permis d'améliorer la sécurité. L'expérience de l'OSCE, celle du Conseil de l'Europe, ainsi que les actions de l'ONU et de l'Union européenne dans leur influence sur le continent eurasiatique et ses eaux montrent leurs limites. C'est pourquoi un processus global a évolué. Aujourd'hui, il se concrétise sous la forme de cette conférence de Minsk, qui sera désormais annuelle. Le président de la Biélorussie l'a affirmé très clairement aujourd'hui. Lors de cette conférence sur la sécurité en Eurasie, nous préparons un document qui sera diffusé parmi les participants et les autres pays du continent. Ce document sera dédié à la diversité et à la multipolarité, en mettant l'accent sur le principe de l'égalité souveraine des nations. Il n'est ni nécessaire ni pertinent de reproduire des modèles obsolètes. J'ai déjà évoqué l'échec des configurations euro-atlantiques. Ces dernières prônent une approche différente, sans véritable leadership, ni président ni responsable clairement défini. Peter Szijjártó, ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni, a déclaré aujourd'hui dans son intervention qu'un des principaux problèmes du monde est que les grandes puissances ne communiquent pas entre elles. Je tiens à apporter une précision, ce n'est pas que tous les grands pays refusent de dialoguer. Le problème réside dans le fait qu'une des grandes puissances ne souhaite pas parler, mais préfère imposer ses volontés. C'est ce qui se passe aujourd'hui. En ce qui concerne la comparaison avec la conférence de sécurité de Munich, notre objectif n'est pas d'organiser des événements pour nous opposer à qui que ce soit. C'est la même approche qu'a adoptée le président Poutine à Kazan. Lorsqu'on lui a demandé si nous voyons les BRICS comme un contrepoids à l'OTAN ou à d'autres structures occidentales, il a répondu qu'il ne s'agit pas de s'opposer à qui que ce soit, mais de se concentrer sur des objectifs communs dans le cadre d'une coopération créative avec des partenaires partageant nos vues. Je ne parlerai donc pas de concurrence dans ce contexte. Ce sont deux choses totalement différentes. La conférence de Munich est une structure fermée, où seuls les partisans des dirigeants occidentaux sont invités. À l'inverse, la conférence de Minsk est ouverte à tous les pays. Un commissaire a mentionné aujourd'hui que, selon lui, le conflit russo-ukrainien pourrait se résoudre rapidement. Quelle est donc la position de l'Union européenne vis-à-vis de la Russie dans ce contexte? Je ne m'y intéresse pas particulièrement, mais j'aurais souhaité qu'il développe davantage. L'invitation à dialoguer n'a pas été lancée, car tout le monde sait que le régime ukrainien opère dans une logique totalement différente. Ce régime ne repose pas sur une vision de sécurité internationale, si ce n'est celle de s'appuyer sur l'ONU ou d'obtenir des armes nucléaires. Il ne peut pas et ne veut pas en parler. Et quelle était la deuxième question? C'est-à-dire, la manière dont les décisions sont prises, vous comprenez? Il est inutile de prendre des décisions hâtives, car la notion de victoire peut s'appliquer à de nombreuses situations. Cela dépend de la manière dont vous comprenez ce terme. La victoire, selon moi, ne signifie pas forcément garantir les intérêts de toutes les parties, notamment au niveau mondial. Et nous connaissons les raisons. Aujourd'hui, Alexander Grigorievitch a mentionné les actions entreprises par le régime de Kiev après la Seconde Guerre mondiale pour éliminer la langue russe dans toutes les sphères de la vie. Comme vous le savez, l'Église orthodoxe canonique d'Ukraine est interdite. Aucun des États ayant pris des initiatives sur la crise ukrainienne ne mentionne jamais cela. J'ai déjà répondu à ce sujet aujourd'hui, mais je tiens à le rappeler encore une fois. Au début de 2023, le président chinois, Xi Jinping, a présenté son initiative globale en matière de sécurité. Un point précis y est souligné. Dans tout conflit, il est crucial de se concentrer sur l'élimination des causes profondes. Dans le cas présent, ces causes incluent l'élimination de la culture russe dans son sens le plus large, ainsi que celle de la religion orthodoxe, et les tentatives d'intégrer l'Ukraine dans l'OTAN. Ces éléments constituent les raisons principales pour lesquelles, en Ukraine, il n'existe pas d'autre option que de protéger ses compatriotes, en particulier ses frères et sœurs. Je pense que c'est là le problème fondamental derrière de nombreuses idées discutées actuellement dans le cadre des efforts pour résoudre la crise ukrainienne. Regardez ce qui s'est passé en Grèce. Une loi exigeant la transparence financière des structures non gouvernementales a été adoptée. Quelle a été la réaction de Bruxelles? Une hystérie immédiate. Il en va de même pour la loi sur la protection du code moral en Géorgie ou celle concernant la propagande LGBT. Des lois similaires existent aux États-Unis, en France,
en Pologne et au Royaume-Uni. Pourtant, lorsqu'un pays comme la Grèce souhaite savoir qui finance les activités des structures opposées, il est confronté à une hostilité et à une mise au ban. En Ukraine, ce n'est pas seulement une série de lois, mais un ensemble de règles qui interdisent l'usage de la langue russe et même certaines pratiques religieuses orthodoxes. Bruxelles reste pourtant silencieuse à ce sujet. Lorsque nous parlons de victoire, celle-ci doit être synonyme de justice. Pendant ce temps, les États-Unis annoncent qu'ils augmenteront leur budget militaire de 3 milliards de livres sterling par an. Pourquoi faire? Je ne sais pas. Je ne suis pas du genre à m'immiscer dans les affaires des autres. Mais ils déclarent sans cesse qu'ils soutiendront l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra. Cela a pris 20 ans en Afghanistan. Voyons combien de temps cela prendra en Ukraine. Quant au président Zelensky, il demande toujours plus d'armes pour l'Ukraine. Il est évident qu'il y a déjà des armes et des officiers de l'OTAN sur place. Mais quel est le processus que vous observez ici? D'une part, le Moyen-Orient semble reculer et ne veut plus financer l'Ukraine comme avant. D'autre part, nous entendons des appels croissants à l'escalade. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller en Ukraine? Je ne peux pas répondre à cette question. C'est comme essayer de saisir les doigts d'un autre dans l'obscurité. Ce que dit Zelensky confirme chaque fois son inadéquation totale. Inadéquation en tant que politicien cherchant à s'exprimer et inadéquation en tant qu'être humain rationnel. En ce qui concerne ses patrons, ses propriétaires, nous observons, bien sûr, les discussions qui se déroulent là-bas. Nous voyons que les dirigeants politiques devraient se concentrer sur leurs propres problèmes internes, notamment aux États-Unis et surtout en Europe. Pourtant, au lieu de cela, les leaders britanniques tentent de rassembler tout le monde sous le slogan « Nous allons défendre l'Ukraine jusqu'à la fin ». Je ne pense pas que le problème de l'intervention des forces armées étrangères dans le conflit ukrainien est un rôle négligeable. Elles y participent déjà, tout le monde le comprend. Les instructeurs étrangers, en réalité, facilitent la mise en œuvre des stratégies militaires sur le territoire de la Fédération de Russie. Si l'armée ukrainienne ne bénéficiait pas de ce soutien, elle n'aurait pas été en mesure de combattre. C'est une évidence pour tout le monde. Quand je parle de l'Union européenne et de l'Occident, y compris Londres, je ne m'intéresse pas particulièrement à la manière dont ils s'adapteront à ce régime. Nous savons ce que nous avons à accomplir, et nous le ferons quoi qu'il arrive. Dans les médias américains, il a été rapporté que la partie secrète du plan de Zelensky inclut le désir d'installer des missiles Tomahawk. Quelle est notre position face à cette escalade du régime de Kiev? Et quelle serait la réaction de Moscou si Washington décidait de mettre en place de tels missiles? Nous ne perdons pas notre temps à lire dans le marque de café ou à analyser des suppositions hasardeuses. Mais nous savons que la perspective d'un déploiement de missiles Tomahawk a provoqué de vives discussions à Washington. Cela montre qu'ils comprennent très bien avec qui ils ont affaire. Le discours de Sergueï Lavrov sur le conflit ukrainien offre une vision qui mérite une réflexion approfondie, non seulement en raison de son contenu politique, mais aussi de l'idéologie sous-jacente qu'il véhicule. Lavrov met en avant des éléments essentiels concernant la géopolitique actuelle, notamment la question de l'élargissement de l'OTAN et l'ingérence des puissances occidentales dans les affaires de l'Ukraine, des arguments qui alimentent une réflexion plus large sur la nature des conflits contemporains et la place de la Russie dans l'ordre mondial. Premièrement, Lavrov souligne les causes profondes du conflit, en particulier l'extension de l'OTAN vers l'Est, qu'il perçoit comme une menace directe à la sécurité de la Russie. Cette perspective invite à une interrogation sur la logique de l'élargissement de l'OTAN après la fin de la guerre froide. Si, d'une part, les pays d'Europe de l'Est cherchent une garantie contre toute agression en rejoignant l'Alliance Atlantique, d'autre part, cette expansion est vécue par la Russie comme un encerclement stratégique. C'est là un dilemme géopolitique complexe. L'aspiration des États souverains à rejoindre des alliances de sécurité est-elle incompatible avec le maintien de la stabilité d'une grande puissance voisine, la Russie en l'occurrence? Ensuite, le rôle de l'ingérence étrangère dans le conflit ukrainien, pointé par Lavrov, soulève la question de l'équilibre entre le principe de souveraineté des nations et le droit d'ingérence pour protéger des populations en péril. Les soutiens militaires et diplomatiques occidentaux à l'Ukraine sont perçus par Moscou comme une exacerbation des hostilités, mais ils sont également interprétés par les pays occidentaux comme un soutien à un peuple en guerre pour sa survie et sa souveraineté. Ce contraste met en lumière les tensions entre les intérêts géopolitiques de grandes puissances et les aspirations des peuples à déterminer leur propre avenir. Enfin, la proposition de Lavrov pour une résolution pacifique s'appuie sur des principes qui semblent aller au-delà de la simple négociation d'un cessez-le-feu. Il défend l'idée de négociations inclusives, mais aussi de l'élargissement de la sécurité européenne, ce qui soulève la question de la légitimité des acteurs internationaux à redéfinir les équilibres de pouvoir et de sécurité. La vision d'une sécurité européenne non dominée par l'OTAN, mais fondée sur une coopération équilibrée, propose une alternative au modèle de sécurité existant, mais elle reste floue quant à sa mise en œuvre concrète.
Le discours de Lavrov nous rappelle également que, bien que les solutions diplomatiques soient toujours prônées, la réalité géopolitique est marquée par des intérêts contradictoires qui rendent difficile la recherche d'une paix véritable. En fin de compte, la stabilité durable, telle que la conçoit Lavrov, ne peut émerger que d'un accord qui respecte la souveraineté, mais aussi la diversité des intérêts des peuples et des nations, tout en prévenant les dominations externes et les escalades de violence. Ainsi, le commentaire de Lavrov pousse à réfléchir sur la nature des alliances, la légitimité de l'ingérence et les principes qui devraient guider une paix durable. Cette réflexion va bien au-delà du seul contexte ukrainien et interroge sur la place de la Russie dans l'ordre mondial post-guerre froide et sur les nouvelles dynamiques de sécurité qui émergent face à des puissances globales concurrentes. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Partagez avec nous vos avis et commentaires.